Récemment, un laboratoire américain a mené une expérience. Étudier comment un feu progresse dans un environnement domestique. En moins d'une minute, la température atteint 1000 degrés et il faudra moins de 3 minutes aux flammes pour ravager l'appartement. Dans nos habitations, sur nos lieux de travail, les flammes n'ont jamais été aussi voraces et dévastatrices. Alors une fois que le feu est maîtrisé, une question demeure. Sommes-nous capables de comprendre ce qui s'est produit? Et la police est-elle en mesure de trouver les preuves qui mèneront à l'origine du sinistre? Ça donnait l'impression d'entrer à l'enfer. Le feu est extrêmement vicieux. Les gens, ils ont le droit de dormir tranquille, vu que ça fait peur, le feu. On ne veut pas lâcher. Il y a une grande frustration à lâcher une affaire en cours ou à ne pas trouver la solution à une affaire. Il y a toujours une explication. Il faut trouver la bonne. Voici l'histoire d'hommes et de femmes qui font parler l'invisible, les investigateurs d'incendie. Les 120 000 habitants de la capitale du canton de Vaud jouissent d'un paysage qui respire calme et sérénité. Lausanne est plus connue pour accueillir le siège du Comité international olympique que pour sa délinquance ou son insécurité. C'est pourtant ici qu'a été fondée la plus ancienne des écoles de sciences criminelles au monde, l'Institut de police scientifique et de criminologie. Ici, depuis 1909, on apprend les rudiments des techniques scientifiques pour traquer le crime sous toutes ses formes. Après 3 ans, les étudiants sont prêts à intégrer les brigades de police technique et scientifique des différents cantons du pays. Et il y a un domaine pour lequel l'Institut s'est forgé une réputation internationale. L'investigation d'incendie. On a eu un cas d'explosion suivi d'incendie et le but là-dessus était non seulement bien sûr d'essayer de déterminer quelle était la cause de cette explosion, la cause de cet incendie, mais surtout d'essayer au niveau de la scène de crime de pouvoir récolter tous les types de traces qu'on pouvait retrouver et qui pouvaient mener à découvrir l'auteur de cet événement. À 32 ans, Olivier Delémont dirige le service d'experts en incendie au sein de l'Institut. Il y enseigne les techniques d'investigation de scènes de crime et fait tomber les idées fausses des étudiants influencés par les séries télévisées et les romans policiers. Ils se rendent bien compte qu'on a beau leur montrer des choses théoriques qui ont l'air très simples parce qu'on a la solution à la fin. Quand c'est le moment de mettre la main à la pâte, c'est beaucoup plus difficile. Et je crois qu'alors cette idée, elle tombe très rapidement. Une scène de crime, c'est un problème qui est complexe. C'est-à-dire c'est une succession, une multitude de choses extrêmement simples. Mais mis ensemble, ça fait quelque chose qui est très complexe. Olivier Delémont est un expert en incendie reconnu dans le monde entier. Une discipline découverte alors qu'il était étudiant à l'Institut il y a 10 ans. J'ai été vraiment touché par une passion, une flamme s'est allumée en moi, si je peux utiliser cette image sans mauvais jeu de mots, mais j'ai vraiment ressenti quelque chose, je me suis dit ça m'intéresse. Là, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui m'a touché. Et ça, c'est venu bien sûr par le sujet, mais par la manière avec laquelle on m'a présenté. L'investigation d'incendie est la discipline la plus complexe de la police scientifique. Car là où le feu passe, les indices disparaissent dans les flammes. S'agit-il d'un crime ou bien d'un banal accident? C'est souvent la première question que se pose la police ou la justice face à l'événement. Parfois, l'expertise est délicate. C'est alors qu'Olivier entre en scène sur demande d'un juge d'instruction ou d'une assurance. Bien souvent, les flammes ont tout dévoré et les structures du bâtiment sont branlantes. Le danger vient au niveau d'éléments qui pourraient encore s'effondrer, d'objets tranchants, piquants, de matériaux détruits.
on doit quand même s'équiper de manière à ne pas être blessé davantage lors de l'investigation. C'est pas le but. Ce jour-là, Olivier est mandaté pour une affaire de boîte de nuit qui a brûlé quelques jours auparavant. L'incendie s'est produit en pleine journée, le jour même où le propriétaire vendait son établissement. Les pompiers ont laissé un site dévasté. Dans les cendres, la suie et les gravats, Olivier va devoir trouver des indices. Il pénètre sur les lieux pour la première fois. On est juste à l'entrée. On voit ici sur ce qui devait être un miroir au préalable, il est complètement fumé. Donc on a un dépôt de suie assez épais, réparti de manière très homogène. Ça veut quand même nous dire qu'on a une intensité de combustion assez importante, passablement de matériaux, surtout de matériaux plastiques qui ont dû brûler. Et on retrouve cette fumée qui pénètre absolument partout, alors qui nous tapisse toutes les surfaces. On retrouve ici une caisse. Le système d'enregistrement, il est complètement recouvert de suie, d'une épaisse suie noire. Les verres, la même chose. Donc là, ça s'infiltre partout, à l'intérieur des meubles, à l'intérieur des tiroirs, jusque dans les installations électriques, et puis ça va passer dans toute l'entièreté du bâtiment. C'est impressionnant, hein? C'est assez impressionnant, oui. Mais finalement, c'est ce qu'on retrouve dans passablement d'incendies. Là, il y a eu quand même beaucoup d'éléments plastiques, peut-être dus aux décorations ou à l'aménagement intérieur de la boîte. On retrouve de toute façon ces dégagements de suie et ces fumées de manière assez systématique. Ça sent fort, hein? Ça sent fort, oui. Ça sent très fort ici. Ça, ce sont les gaz de combustion qui s'accumulent un peu partout. Et ça, pour nettoyer, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il n'y avait personne quelque part. Oui, heureusement qu'il n'y avait personne. Ça, c'est clair que les personnes qui se trouveraient là auraient été un petit peu mal pris. Mais en même temps, on n'a pas eu un grand brasier ou quelque chose comme ça. C'est plutôt un incendie qui a eu beaucoup de dégagement de fumée, ce genre de choses. Je pense que si la boîte avait été complètement bondée, on aurait eu un peu des blessés ou des choses comme ça, mais on n'aurait certainement pas eu une catastrophe. Le feu a laissé des traces de son passage. Les suies, les calcinations sont autant d'empreintes qu'Olivier appréhende et comprend. Grâce à elles, il remonte pas à pas le parcours des flammes. Alors, comme on dit en police scientifique, on ne voit que ce qu'on regarde et on ne regarde que ce que l'on a déjà dans l'esprit. Donc c'est une culture déjà qu'on a acquise de l'investigation d'incendie qui fait que l'on sait ce qu'on veut rechercher. On n'est pas des devins, c'est pas que ça va nous parler quelque chose qu'on va comprendre. Tout d'un coup, on va avoir un flash, on va se rendre compte de ce qui s'est passé. Ça répond à des critères bien scientifiques. Un incendie, c'est un phénomène qui est pas tout à fait maîtrisé, c'est clair, mais qui est basé sur la combustion. Ça répond à des règles de physique, de chimie, qui sont bien connues, bien établies, et qui sont certes pas toujours très simples à comprendre, mais qui sont là, qui s'étudient. Donc il y a une démarche scientifique que l'on peut appliquer. On constate que dans la zone ici où se trouvait visiblement un canapé, on a des traces de calcination qui sont extrêmement basses. Déjà, tout le revêtement du canapé, son rembourrage n'existe plus. Et on voit des traces de calcination qui sont extrêmement basses jusqu'au niveau du sol, en plus d'être profondes. Et puis ici, sur cette zone, sans savoir exactement ce que l'on avait à cet endroit-là, c'est difficile d'expliquer ces traces de la sorte. Mais c'est en tout cas entre ces deux zones que se situe vraiment l'origine du sinistre. Olivier a été chargé de détecter si un liquide inflammable aurait pu être utilisé. Pour cela, il utilise cette étonnante machine, le renifleur. On essaye d'évaluer l'hypothèse d'un acte délibéré, c'est clair. Ça ne veut pas dire, si on retrouve non plus de liquide inflammable, qu'il y a eu un acte délibéré. Donc on fait cette recherche à la fois, je dirais, à charge et à décharge, c'est-à-dire pour éventuellement mettre en évidence la présence de liquide ou pour démontrer qu'aucun de ces liquides n'a été utilisé. Le renifleur est resté muet.
Mais Olivier va tout de même effectuer un prélèvement qu'il analysera plus finement en laboratoire. Car dans l'intérêt de la victime, il ne veut pas laisser la place au doute. C'est toujours un phénomène qui perturbe les gens, qui leur crée des craintes, des cauchemars, des choses dans ce genre, et de pouvoir expliquer les causes, d'expliquer aux gens comment l'incendie a pris naissance, comment il s'est propagé. Ça leur ramène pas leur bien, c'est clair, mais ça leur permet de comprendre et puis quelque part d'avoir un peu moins peur vis-à-vis de cet événement et d'accepter cet événement tel qu'il s'est produit. Faire accepter l'événement aux victimes et éclairer la justice. Pour cette mission, le groupe d'experts réalise une 60aine d'investigations incendies par an. Un jour, il leur faut trouver la cause de cet incendie aux conséquences dramatiques. Un simple prospectus tombé derrière un réfrigérateur, voilà comment l'immeuble de béton et de bois se transforme en un gigantesque brasier. Un autre jour, il leur faut comprendre la méthode mise en œuvre par des délinquants pour incendier des véhicules avec un simple briquet. Des investigations menées pour la justice suisse romande, mais parfois aussi pour la France ou l'Italie. Un mois sur deux, Olivier ôte sa casquette d'universitaire expert en incendie pour endosser l'habit du criminaliste au sein de la police judiciaire de Genève. Il rejoint la brigade de police technique et scientifique. L'unité est à la disposition de tous les services de police du canton. Et voilà. Alors il reste à photographier, c'est possible. Merci. Ici, on traite tout type d'affaires. Incendie bien sûr, mais aussi homicide, cambriolage, vol ou trafic de stupéfiants. Le quotidien d'Olivier s'organise autour des analyses ADN et des prélèvements d'empreintes digitales. Le laboratoire est son terrain de jeu et sa mission, fournir à ses collègues enquêteurs de police des traces qui pourront mener aux criminels et aux délinquants du canton. C'est pour un cas en fait, qui est arrivé cette nuit. Ce matin-là, les enquêteurs ont ramené des objets prélevés à proximité de voitures incendiées dans la nuit. Donc, 2 véhicules ont été incendiés dans l'enceinte du collège, 2 véhicules complètement calcinés, une VW Golf, une Peugeot. Les causes sont à déterminer, mais probablement d'origine criminelle. Là, il y a un enquêteur qui nous amène différents objets qu'il a pris. Donc celui-là, on peut le mettre de côté, et puis on va faire... Est-ce qu'on doit faire un test indicatif? Non. Non, ça ne vaut pas la peine. Là, il y en a 2 où il nous demande en fait de pouvoir déterminer ce que c'est. Hein. Une bouteille blanche d'additif de plomb et un chiffon imbibé d'une substance inconnue. On va chercher ce que c'est comme produit. Bon, bah là, il reste aussi un peu du liquide dedans. Cette bouteille mènera peut-être à un suspect qui s'est saoulé au gin à proximité des véhicules incendiés. Peut-être qu'elle a été bu directement au goulot. Donc on va essayer de rechercher les traces d'ADN. Ce sera au niveau du goulot, voir si on retrouve de l'ADN en fait, qui serait dans la salive de la personne qui a bu. Donc c'est là qu'on va faire la recherche ADN. Et pour le reste de la bouteille, on va faire une recherche d'empreinte digitale de quelqu'un qui aurait tenu la bouteille, voir si on trouve quelque chose. Aux côtés d'Olivier, Benoît Kuchler, criminaliste. Benoît a été formé à l'Institut de Lausanne. Il y a 2 ans, il a intégré la brigade de police technique et scientifique de Genève. Benoît intervient sur tout type de crimes et délits. Mais l'incendie reste son domaine de prédilection et le feu, son ennemi intime. Le feu est extrêmement vicieux. Le feu est extrêmement vicieux parce qu'en plus du feu qu'on voit, la flamme en tant que telle, qui se faufile, qui peut rester confinée dans un coin et puis se redévelopper par la suite, vous avez tous les gaz de combustion qui sont émis lors de la combustion, qui sont pas forcément des fumées colorées, mais qui sont des gaz qui sont incolores et inodores, et qui vous prennent alors que vous vous en rendez même pas compte. Ces gaz sont mortels et on a des cas où des personnes sont décédées simplement parce qu'ils étaient tranquillement chez eux et puis qu'en dessous, 2 étages plus bas, il y a quelqu'un qui s'est endormi avec sa cigarette.
Donc là, je trouve que c'est voilà, cette petite négligence finalement, comme on dit, qui peut arriver à tout le monde, elle peut avoir des conséquences extrêmement graves. On va y arriver. Tu mets au-dessus. Pour les 2 véhicules qui ont brûlé cette nuit, a priori, les enquêteurs suspectent un incendie volontaire. C'est là. Hein. Encore faut-il pouvoir le démontrer. Ah bah, c'est ouvert. L'un des 2 véhicules a été déplacé à la fourrière. Oui, gagné. Elle est là. Des pneus à l'habitacle, il semble ne plus rester grand-chose de la Peugeot 205 originelle. L'habitacle brûlait jusqu'au sol. Hein. Mais pour pouvoir conclure qu'il s'agit bel et bien d'un incendie volontaire, il va falloir exclure toutes les autres causes possibles, comme une panne technique dans un moteur mal entretenu par exemple. Encore plein d'éléments plastiques. Là, il y a toutes les durites, regarde là, elle est quasiment intacte. La durite qui va là, celle qui va au ventilateur. Juste ici. Alors, on voit bien la ligne aussi qui va de l'alternateur sur le relais du démarreur. Nos experts lisent sous le capot de la voiture à livre ouvert. Peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais vu un véhicule qui a brûlé, quand on arrive là-devant, on se dit il n'y a plus rien. En fait, pour nous, il y a encore beaucoup d'éléments qui sont présents, des éléments qui sont combustibles, donc qui n'ont pas brûlé, et qui indiquent à un moment donné que la chaleur a été moins importante dans l'avant du véhicule, dans ce bloc moteur, qu'à l'intérieur de l'habitacle, où là, on l'a vu dès le départ, qu'on a vraiment une combustion complète de tous les matériaux qui étaient installés à l'intérieur de l'habitacle. C'est quand même bizarre toute cette masse de coller au sol. Ouais. Là, il n'y a plus rien du tout. Minutieusement, nos 2 experts traquent l'invisible. On retrouve de nouveau la même chose. Hein. Ouais, je pense qu'ici, de ce côté, c'est la partie supérieure du tapis, elle est encore là. Regarde, là, je peux le soulever. Là, j'ai l'isolation dessous. Alors, je vais te dire, ici, j'ai encore les câbles avec le tapis dessous. Donc, tu vois. Par contre, le coffre, on a la tablette. Ah ouais, non, la tablette, elle est intacte, ouais. Les investigations vont durer plusieurs heures. Dans les cendres, dans la suie, nos 2 enquêteurs recherchent des traces qui pourraient confirmer ou infirmer la thèse de l'incendie criminel. Il y a une passion qui est là, qui est d'aller gratter dans un milieu qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est un milieu peut-être qui est sale, bon, je n'aime pas forcément aller me salir, mais j'entends, c'est justement cet aspect-là, dans la destruction, aller chercher dans cette destruction-là le point, l'origine du sinistre, et sur cette origine-là, aller trouver la source de chaleur qui a fait déclencher l'incendie. Il n'y a pas beaucoup de solutions là-dedans. Hein. Et en gros, il n'y en a pas. Véhicule à l'arrêt, tu n'as aucune source de chaleur. La seule possibilité, ce serait problème au niveau du contacteur de clé, mais là, ça ne joue pas avec les dommages. Donc, à cet endroit-là, la seule solution, c'est un incendie volontaire, quoi. Je crois qu'on a fait le tour, là. Les traces prélevées en laboratoire sont nombreuses, et les conclusions de l'expertise in situ ne font aucun doute. Pourtant, nos experts sont perplexes quant à l'issue de l'affaire. C'est difficile de dire que c'est une affaire qui va se résoudre vite. La rapidité avec laquelle on va résoudre une affaire, je dirais même la possibilité de résoudre une affaire, ne dépend pas forcément du nombre de traces. Ça va dépendre d'autres facteurs externes. Déjà, si ces traces, on va pouvoir les attribuer à cette affaire, si ce sont bien des traces qui sont liées à ce cas. Puis ensuite, on peut avoir des traces, que ce soit des empreintes digitales, que ce soit des traces d'ADN, où on obtient un profil pour l'ADN, on obtient une trace digitale exploitable. Mais si on n'a personne avec qui on peut les comparer, si on n'a pas un suspect ou pas quelqu'un qui est connu dans une banque de données, ça ne nous sert pas à grand-chose. Désormais, c'est aux enquêteurs de police judiciaire de prendre le relais. Il va falloir auditionner des témoins, vérifier des emplois du temps. Une enquête classique en somme. L'espace d'une journée, l'expert redevient professeur. Olivier se rend à Lausanne pour un cours. C'est un choix volontaire de vouloir partager les 2 activités. Je crois que dans les 2 activités, il y a des challenges qui sont assez intéressants. Je crois que c'est aussi un peu ma personnalité de devoir être toujours en mouvement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une certaine fatigue qui s'installe. Je pense que à très long terme, c'est pas possible de continuer cette vie de cette manière, mais pendant un moment, en tout cas, c'est une bonne chose, c'est une bonne expérience. Je pense encore la suivre pendant quelques années, et après, on verra avec la fatigue comment les choses se régleront d'elles-mêmes.
Il y a des centaines de façons de mettre le feu. Un expert incendie se doit de toutes les connaître. Alors, qu'est-ce qui se passe là si Aujourd'hui, c'est un cours pratique auquel vont assister les 3e années. Voilà. Pour ce cours, Olivier est entouré de ses 2 collègues du groupe incendie, criminalistes eux aussi, Alexandre Jacquat et Stéphane Comon. Voilà, donc là, on aura maintenant une production de vapeur. Donc le local, là, il va être saturé en vapeur. Donc on imagine les ouvriers, là, ils travaillent toute la journée avec leur solvant. Donc là, la porte est fermée. Ensuite, à la fin de la journée, donc les ouvriers ils ouvrent la porte. Qu'est-ce qui se passe donc? Voilà, donc les vapeurs vont descendre. Et puis, si au rez-de-chaussée, on a une source de chaleur, représentée par cette bougie. Donc là, vous allez voir les vapeurs qui vont descendre. La seconde partie du cours est consacrée aux causes électriques. Brancher une lampe, également un peu brancher. Les installations électriques vétustes dans les habitations sont à l'origine d'un nombre important d'incendies. On voit même quelques étincelles maintenant, la lune, parce qu'on a diminué la section. La leçon se fait sous le regard attendri de Jean-Claude Martin, l'homme qui a formé Olivier Delémont. Température, là, Un peu pour le détecteur qui est situé. Olivier était étudiant et puis c'est lui qui posait des questions et les questions étaient pointues, alors ça je peux vous assurer. C'est-à-dire? Il n'essayait pas de coincer peut-être l'enseignant, non, mais enfin il posait des questions précises sur des phénomènes, il voulait absolument comprendre. C'était un étudiant extrêmement curieux, intelligent, il n'entend pas, je peux le dire, et vraiment c'est un sujet de valeur à l'époque. Hein. Puis alors maintenant, évidemment, il a pris de l'envergure et puis vraiment la relève est assurée. Alors ça, je suis complètement rassuré. Jean-Claude Martin a pris sa retraite il y a 2 ans. Il a consacré toute sa vie à l'investigation d'incendies. C'est lui qui a créé la spécialité au sein de l'université et il a vu les mentalités évoluer. Ah oui, l'attitude de la police et de la justice a changé, oui. On ne banalise plus un incendie comme on le faisait autrefois. Ça, c'est certain. Les incendies, il fut un temps où, bien sûr, ces incendies étaient considérés comme quantité négligeable. On avait autre chose à faire que perdre son temps à travailler pour les assurances. Voilà quelle était souvent la réponse faite à la demande d'investigation. Jean-Claude Martin a formé toute une génération d'experts pour l'université et pour les polices suisses. Il est une encyclopédie vivante des grands incendies de ces 30 dernières années. Quand on dit des trucs pas très gentils sur les gens, faudra peut-être pas. Mais l'événement qui l'a profondément marqué, c'est celui du tunnel du Saint-Gothard, l'une de ses toutes dernières affaires, l'une des toutes premières d'Olivier. C'est vrai qu'on peut l'utiliser. Le 24 octobre 2001, une collision entre 2 poids lourds provoque un incendie aux conséquences dramatiques et coûte la vie à 11 victimes. Je crois qu'on a tous été autant surpris au moment où on a pénétré à l'intérieur de l'ouvrage et qu'on a vu ce qu'était le résultat de cette catastrophe. Ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué, qui restera, simplement par la vision, je dirais, que je comparais à une vision lunaire, apocalyptique, de rentrer dans ce tunnel. Et plus on avançait vers le foyer, plus les dégâts étaient vraiment extrêmement importants. C'est un tunnel qu'on connaît, qu'on a déjà emprunté aussi plusieurs fois. Et c'est vrai, quand on arrive à cet endroit et on voit les dégâts, on peut s'imaginer un peu ce qui a dû se passer
Je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Et l'ampleur de la tâche aussi qui incombait aux investigateurs, de devoir essayer de trouver véritablement l'aiguille dans la botte de foin, et je dirais même que c'était plus la botte, mais on avait le tas de foin en entier, ça c'est quelque chose qui impressionne. Jean-Claude Martin revient régulièrement sur le site du tunnel, dans le canton du Tessin, au sud de la Suisse. Pour s'y rendre, il doit traverser les Alpes suisses de bout en bout. À chaque fois, cette longue route sinueuse qu'il a empruntée de nombreuses fois ravive ses souvenirs. C'est une tragédie pour les personnes qui sont mortes et puis surtout pour celles qui sont dans l'angoisse d'avoir un parent pris à l'intérieur du tunnel. Mais après, très rapidement, quand vous êtes sur la scène de feu, ça devient une scène de feu comme une autre. Vous êtes plus pris par la recherche de l'origine et de la cause du sinistre que par tout ce qui l'entoure. À savoir la gravité du cas, à savoir qu'il y a eu des victimes. Tout cela, vous êtes obligé de l'abandonner, de faire le vide. Le tunnel du Gothard est le plus long d'Europe, 17 km de bout en bout. Il est l'une des plus importantes liaisons nord-sud du continent. Chaque jour, 5000 poids lourds l'empruntent. Jean-Claude Martin a sollicité la venue du procureur qui a instruit l'affaire, Antonio Perugini, car l'accès aux coulisses du tunnel est fermé au public. Bonjour mon cher procureur. Bienvenue. Entre les deux hommes, s'est liée une profonde amitié et une grande estime réciproque, avec pour fondement ce tunnel, théâtre du drame. Pour y pénétrer, nous nous engouffrons dans la galerie de secours, celle qui aurait dû sauver la vie des 11 victimes. Nous nous dirigeons vers le point chaud de la catastrophe, à 1 km de la sortie. Moi, je dois vous dire que humainement, l'expérience d'entrer tout de suite après, tu te rappelles, oui, Jean-Claude, avec ce lieu sombre, sans lumière, noir, c'était vraiment comme... ça donnait l'impression d'entrer à l'enfer. Ceux qui l'ont vécu lorsqu'ils avaient encore la fumée, nous on l'a vu heureusement seulement après, mais ceux qui l'avaient avec la fumée, ça doit être une expérience terrifiante. Et qui te laisse le signe, je crois, pour toute ta vie. Hein. Ah, pour moi, c'est la même chose. Hein. Lorsqu'on a pénétré pour la première fois dans le tunnel, ça a été une impression. C'est noir, c'est plein de suie, on n'entend pas un bruit. Et puis on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser aux victimes. Il y avait des cadavres, il y avait des gens qui étaient là-dedans. Ça a été leur sépulture, leur dernier souffle de vie, c'est là qu'ils l'ont exhalé. Vous ne pouvez plus traverser un tunnel sans y penser. Il y a des gens maintenant, je connais, qui à cause de l'accident, n'arrivent plus à passer dans le tunnel avec la voiture. Ici, on se trouve à l'abri Poisson Neuf. C'est où il y a eu la catastrophe en octobre 2001. Donc, on y est. Voilà, ça c'est l'abri. Il est naturellement sous pression, comme d'ailleurs le tunnel de sécurité. Cette porte-là, elle était tellement chaude, on a dû la refroidir et seulement le jour d'après, on a pu la ouvrir.
c'est juste ici qui s'est passé l'accident, donc juste à côté de l'abri, qui n'a pas pu être utilisé. Il y avait les camions là, et puis la fumée, ici il y avait le feu, et puis alors toute la fumée qui s'est déplacée vers nord. Mais alors, que s'est-il passé? Il est 9h39 quand un conducteur de poids lourd belge, imbibé d'alcool, quitte sa voie et percute un autre camion chargé d'une cargaison de pneus. Ces photos prises 7 minutes après l'impact montrent l'ampleur de l'incendie qui a suivi. Mais surtout, elles donnent des indices sur les événements. Ces petites flammes dans le caniveau à droite indiquent que la collision a provoqué une fuite de carburant. Au moment du choc entre les véhicules, il y a du gasoil qui coule. Vu la température des véhicules eux-mêmes, ce gasoil se vaporise, se mélange à l'air, forme un mélange inflammable. On a ce gros arc électrique qui s'est simultanément créé et vous avez l'inflammation de cette nappe gazeuse. Ah, ça a eu une importance capitale, oui. Ça c'est clair. Ça a permis justement l'extension d'un incendie qui a pris naissance au niveau d'un des camions, l'extension extrêmement rapide de cet incendie à l'ensemble d'un des premiers trains routiers, puis à l'ensemble du deuxième train routier. Très vite, la température augmente pour atteindre les 1200 degrés. La cargaison de pneus se consume en dégageant une épaisse fumée toxique. Dans le tunnel, les automobilistes pris dans ce brouillard dense cherchent les abris les plus proches. Plus ils sont éloignés, moins ils comprennent ce qui se trame. Les 11 victimes prises au piège succombent asphyxiées par les fumées, jusqu'à plus d'1 kilomètre du point d'impact. Et une fois que vous êtes pris à l'intérieur de cet environnement, c'est fini, vous n'avez plus aucun point de repère. Et puis il ne faut pas oublier qu'un incendie, c'est toujours quelque chose, d'abord un milieu qui est opaque, cela va de soi. Une fois que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez plus vous diriger. C'est un milieu qui est toxique, c'est un milieu qui est asphyxiant, c'est un milieu qui est chaud. Ces gaz ont une certaine température. Donc lorsque les personnes inhalent ce gaz, je crois que la perte de conscience est quasi instantanée. Il aura fallu 1 an aux experts pour arriver à ces conclusions et élaborer le scénario de la catastrophe. L'incendie du Gothard est intervenu 2 ans après celui du tunnel du Mont Blanc. Le procureur Perugini avait alors conscience de la nécessité de pouvoir comprendre rapidement. En tant que pauvre et humble procureur d'une province méconnue à la plupart du monde, c'est de dire est-ce que je saurais être à la hauteur d'un cas pareil. Donc, c'est ça la première réserve que tu as sur toi-même. Parce que tu n'as jamais vécu quelque chose de pareil. Et surtout en voyant qu'il y avait des centaines de journalistes qui dans l'espace de quelques heures, étaient déjà sur place, qui prenaient des images, qui exigeaient des explications, qui voulaient des informations. Alors c'est pour ça que j'ai voulu aller sur les experts les plus reconnus et réputés au niveau international. Alors là, ça a évité toute une série de polémiques, parce que vous savez que même dans le domaine d'experts, il y a toujours des thèses qui peuvent se confronter. Pour le cas du Gothard, on ne les a pas eus parce qu'on avait peut-être les meilleurs qu'il y avait sur place. Le procès en 2003 a conclu à un non-lieu. Le seul et unique responsable étant le conducteur belge, mort dans l'incendie. Ah, voilà. L'instruction a été exemplaire, car il ne s'est écoulé que 2 ans entre la catastrophe et le verdict final. Ça m'a apporté personnellement une richesse humaine et professionnelle énorme, inoubliable. Mais ça a apporté aussi aux experts et au monde scientifique en général toute une série de connaissances qu'on n'avait pas à l'avance, parce qu'on les a eues sur un cas concret. Heureusement, les catastrophes comme l'incendie du tunnel du Gothard sont exceptionnelles.
Les jours et les nuits sont plutôt calmes à Genève. Et les incendies, souvent mineurs. Cette nuit-là, les pompiers ne sont intervenus qu'une seule fois pour une terrasse de restaurant qui a brûlé. En moins d'une heure, le feu est maîtrisé. Même les gendarmes ne prennent pas la peine d'alerter la brigade de police technique et scientifique. Au petit matin, Benoît est seul. Sur la main courante, l'événement est évoqué succinctement. Service d'incendie Pedretti. Oui, bonjour, Benoît Kuchler, la police judiciaire. Oui, bonjour. Je me permets de vous téléphoner parce que j'aurais besoin de quelques informations concernant une intervention sur laquelle vous vous êtes rendu cette nuit à Route de Lausanne. Oui. J'aurais voulu savoir en fait à quelle heure exactement vous avez été alarmé. Alors le premier appel qu'on a reçu est à 3h26. 3h26. 3h41, les véhicules étaient sur place. D'accord. Donc quand on est arrivé sur place, on a constaté que c'était des parasols et des tables en bois qui brûlaient. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Excellente journée à vous, au revoir. Ce qui est étonnant, c'est peut-être qu'on se trouve sur la terrasse d'un restaurant et que ça se passe autour des 3 h du matin. Donc en effet, on a au niveau de l'horaire, de la chronologie, quelque chose d'assez particulier, en effet. Et ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui s'est passé. Partir sur des affaires sans en connaître l'ampleur, c'est un peu le quotidien du policier scientifique. Chaque fois, c'est l'inconnu. On ne sait pas sur quoi on va débarquer. Ça peut être quelque chose de très petit, très grand, qui va prendre 2 jours, qui va prendre 1 heure. C'est vraiment l'inconnu et c'est quelque chose qui n'est pas désagréable finalement parce que ça casse toute installation de routine ou de petits train-train quotidiens. Et c'est quelque chose de génial, moi en tout cas je trouve ça super. Le restaurant se trouve à Bellevue, une banlieue de Genève. Les dégâts ont un peu été sous-estimés par les pompiers. La terrasse a entièrement brûlé. Le propriétaire du restaurant, Monsieur Chaucourt, n'est arrivé sur les lieux que ce matin. Bon, on voit encore assez bien, mais m'expliquer peut-être un peu... Ça, c'était fermé. D'accord, là c'était fermé. C'était fermé avec... C'est du bois, d'accord. Et puis fermé avec une bâche de plastique. Toiture bois plus plastique. Et il y avait des tables, des chaises normales. Donc c'est le même type de table et de chaise qu'on a sur la gauche. Il y en avait des tables rondes. Là. Oui. Vous voyez, il y en avait des tables en alu. C'est qu'on vient d'acheter, qu'on n'a même pas déballé. D'accord. Pour Monsieur Chaucourt, c'est toute une vie de labeur qui est partie en fumée en moins d'1 heure. Chaque année, on fait un pot de plus. Ouais, vous améliorez. Ici, il y avait une chaîne-IFI. D'accord. On a une chaîne IFI qui est installée là, qui va prendre de courant où? Ici. Donc là-dedans, vous avez une sortie. Oui, d'accord, elle est là. Une chaîne IFI qui pourrait très bien être à l'origine de l'incendie. Donc le soir, vous déclenchez ces tableaux. Et voilà. Donc tous les disjoncteurs, vous les mettez. De A à Z. Vous n'avez pas de courant sur cette prise. On est d'accord. Ok. D'accord. Donc ça, dimanche, c'est sur off. Ces différentes constatations excluent la piste de l'accident électrique et assoient celle d'un incendie d'origine humaine. Oui, c'est ça, soit c'est un acte gratuit, soit c'est Voilà, un accident. c'est un acte gratuit, c'est franchement fait mal au corps. C'est un accident, ça arrive partout. Ça valait le coup de se déplacer finalement ou pas? Moi, je pense que ça valait le coup. Ouais. Pourquoi? Parce que, honnêtement, ni pompiers, ni gendarmes, et nous jusqu'à présent, en l'occurrence, n'arrivent pas à dire clairement oui, c'est volontaire, non, c'est un accident. Donc là, ça vaut la peine de gratter. Et puis, si c'est un accident, je dirais tant mieux. Et puis, le cas échéant, si c'est un acte volontaire, eh ben, on va mener des enquêtes judiciaires sur le propriétaire, d'éventuels témoins, etc. Hello Benoît. Olivier vient en renfort. Ah bah voilà. Alors ça va? Ça va et toi? Sympa quoi. Hein? L'expertise est facile. Elle va rapidement mener à la piste d'un incendie volontaire. Il s'agit donc d'un crime dont il va falloir identifier l'auteur.
Ça peut être un incendiaire qui simplement voudrait se venger peut-être de la personne, ça peut être des adolescents qui voulaient jouer ici ou des enfants qui voulaient jouer et ça s'est emballé. Ça peut aussi être l'acte d'un pyromane. Et si c'est le cas, c'est important déjà de noter le type de cible, le type d'endroit où cela s'est produit pour pouvoir, si c'est le cas d'un pyromane, détecter assez vite la série et pouvoir essayer de mettre un terme à cette série. Ouais, salut Delémont. Ça va? Ouais, ça peut aller, je te remercie. Écoute, on est allé ce matin avec Kuchler là, sur un incendie qui a eu lieu à Collonges-Bellevue. On a vu ça ce matin, on s'est dit que c'était un petit peu bizarre, donc on est passé et puis finalement ça s'oriente bien vers un incendie volontaire, parce qu'il n'y a aucune source de chaleur, il n'y a rien. Et puis c'est au niveau d'une terrasse. Ils ont mis ça sous le nom, je crois, de Restaurant du Monde. Barbara Piccione et Ingrid Nicolas, deux inspectrices de la police judiciaire spécialisée en incendie, entrent en scène. Alors, dis-moi tout. Alors, écoute, au niveau du témoignage du propriétaire, le restaurant est fermé. Fermé dimanche et fermé lundi également. L'accès est fermé aussi. L'accès est ouvert en fait, parce qu'on a, on a un accès ouvert un peu partout. L'intervention humaine fortuite sous la forme d'une cigarette, c'est exclu. On n'a pas le combustible qu'il faut pour pouvoir entretenir, évoluer une combustion à partir d'une cigarette vers un feu avec flamme. Ça, c'est exclu. Donc c'est clair que pour nous, la source de chaleur, elle a été apportée. Désormais, seule l'enquête classique peut apporter de nouveaux éléments. On va voir un petit peu dans le voisinage si des gens ont vu quelque chose, entendu quelque chose un peu avant les faits. Et puis après, c'est d'autres éléments qui viennent se greffer, comme qui c'est qui téléphone aux pompiers pour savoir exactement qui c'est qui signale. Parce que des fois, on a eu des gens qui mettent le feu et puis qui appellent pour dire qu'ils ont mis le feu. Donc, Barbara Piccione a 28 ans. Depuis 2 ans, elle a intégré le groupe incendie de la police judiciaire de Genève. Elle traque sans relâche les incendiaires et les pyromanes. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé et de me dire que des gens seront rassurés aussi pour eux-mêmes de savoir ce qui s'est passé. Parce que souvent, finalement, les gens qui sont dans un immeuble attendent de nous qu'on trouve le coupable. Quand il y a des séries d'incendies de véhicules, les gens s'inquiètent pour leur propre véhicule. Ils se demandent si c'est visé, c'est vraiment contre eux que ça s'est passé ou si c'est parce que la personne a choisi le véhicule au hasard. C'est plein de questions qui restent sans réponse pour les gens. Et finalement, les gens, je pense que ça les perturbe et ils attendent de nous qu'on réponde à ces questions. Première étape, scruter les environs immédiats de la scène de feu. L'incendiaire laisse souvent à proximité des traces de son passage. Les enquêtrices ont une prédilection pour les poubelles. Alors oui, il faut faire les poubelles. Maintenant, ça peut être... bon, déjà les poubelles, on ne sait pas quand est-ce qu'elles ont été vidées la dernière fois. Mais par contre, ça peut être intéressant. On a déjà... ce qui nous a permis des fois d'arrêter les auteurs, c'est un peu grâce à ce qu'on trouve à côté des lieux. Alors, c'est un mot où c'est marqué « Ils ne m'aiment pas, ils font comme si j'étais mort, ils me détestent, ma seule famille, c'est ma pluche ». Alors bon, on est vers une école, mais personne m'aime, ils me détestent, ils se moquent de moi, alors ma peluche. Sait-on jamais? Il n'est pas rare que des enfants jouent avec le feu, mais ils signent rarement leurs méfaits. Dans les affaires d'incendie criminel, l'enquête de voisinage joue souvent un rôle capital. Ces petites informations mises bout à bout peuvent parfois mener au criminel. Coucou, bonjour, c'est la police. Vous parlez français? Non, pas tant. English. Avez-vous entendu quelque chose? Non, je me suis réveillé vers 3h30. Ah d'accord. Parce que ma chambre est de ce côté. De ce côté, d'accord. Et j'ai vu ce halo de lumière. Il était 3h30 du matin. Oui, à peu près. Et surtout, c'était avant que les pompiers n'arrivent sur place. Parce que je les ai vus arriver. Et il était à peu près 3h30. On a dit qu'il y avait des jeunes qui venaient souvent fumer, qui faisaient souvent ici. En fait, vous voyez, les jeunes, ils montent sur le toit de l'école. Ils grimpent sur le toit, parfois 2 jours, dans l'après-midi. Ils boivent et ils laissent leurs bouteilles dans le parc ou dans le garage.
Des jeunes qui ont déjà signé quelques méfaits dans ce garage, il y a quelques mois. Yes. Ah, puis tu peux rentrer easy. Pour Barbara, une ébauche de scénario s'élabore. Bonjour. Moi, je vois assez les jeunes sur la terrasse en train de picoler et puis que je vois assez ce genre de trucs. À part si le monsieur nous dit pas qu'il a eu des problèmes, ça c'est clair, on peut pas forcément savoir, mais... Bon, on va remonter par là. Dans cette affaire, ce qui manque pour l'heure cruellement, c'est un mobile. Il y a tellement de mobiles différents pour mettre le feu que finalement il faut arriver à cerner ce qu'il y a autour. Hein. Je veux dire, les motivations des gens, essayer d'imaginer pourquoi l'auteur a fait ce qu'il a fait. On a vu des cocktails Molotov lancés contre des centres de requérants d'asile, donc pour du racisme, de l'homophobie, ce genre de choses comme ça. On a, en tout cas, ce qui concerne les incendiaires, les mobiles, c'est l'imitation. Genre, on voit dans les journaux qu'on parle d'incendie, bah tiens, pourquoi moi j'en mettrais pas un? Il y a tellement de choses qui font. Puis après, bon, on a le côté pyromane où là, on a les schizophrènes, les paranoïaques, on a les gens avec des troubles du comportement qui sont à un niveau pathologie médicale assez importante. Un pyromane. En l'absence de mobile dans cette affaire de terrasse, Barbara, Benoît et Olivier vont fortement y penser. Car la bête noire de l'investigateur d'incendie est bien ce malade du feu, qui d'une simple pulsion transforme les flammes en arme redoutable. J'avais relaté une ou deux phrases qui sont justement peut-être significatives. J'adore le feu. Donc je reconnais, j'ai bien mis le feu à plusieurs endroits, dont les 2 containers de mon immeuble. Depuis un certain temps, j'ai des pulsions que je n'arrive pas à maîtriser. Ce genre de choses comme ça. Le pyromane, c'est quelqu'un qui a une pulsion, qui doit mettre le feu pour satisfaire cette pulsion. Qui va avoir une compulsion, donc à aller toujours de l'avant et à remettre le feu. Éventuellement, en accélérant la fréquence de ses actes ou en augmentant la gravité de ses actes. On a des cas de pyromanes, on en a eu un ici à Genève, qui a mis le feu à une salle communale, tout en sachant que, en fait, dans cette salle communale, il y avait le loto. J'ai réfléchi quelques minutes sur place, je savais qu'à côté se trouvaient toujours des gens qui comptaient les billets de loto, donc... Il accepte finalement tout à fait le résultat possible de tuer des gens. Et dans ce cas-là, on a un pyromane qui devient presque vers l'amalgame juridique d'être un tueur. Là, on a affaire à quelqu'un qui finalement vide son sac et a besoin de dire que stop, finalement, heureusement que quelqu'un m'arrête pour que ça cesse. Fin de journée. Alors, je voulais faire un petit peu le... Monica Bonfanti, la chef des criminalistes, organise une réunion de synthèse. Vous avez pu déterminer un petit peu les causes, hein, si on part sur une hypothèse criminelle? Alors, dans ce cas-là, on peut se prononcer en faveur plutôt de l'hypothèse d'un acte volontaire, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas sur place de combustible installé qui pourrait permettre l'initiation d'une combustion par le biais d'un mégot de cigarette qui serait oublié sur place ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. J'ai obtenu toute la liste des appelants du SIS, on en a environ 12 ou 13. Donc ça aussi, on va faire des recherches par rapport à ces numéros-là. Il y a aussi l'enquête de voisinage. Le problème, c'est quand on est allé sur place, c'est 3 h de l'après-midi. La plupart des personnes n'étaient pas là. Donc on n'a pas la totalité des informations qu'on aimerait bien avoir. Les indices sont trop peu nombreux pour envisager une issue rapide à cette affaire. Il va falloir compter sur le temps, le principal allié de l'investigateur d'incendie. On fait souvent chou blanc, je veux dire, faut dire ce qu'il y a, personne n'a rien vu, ça se passe souvent la nuit, on reste souvent sur notre faim, finalement on ne trouve pas la vérité. C'est parfois une grande frustration de se dire on sait que c'est volontaire, on a réussi à le déterminer, mais on n'a pas encore l'auteur. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile encore à trouver. Qui a pu mettre le feu? Ça, alors... Pour l'investigation d'incendie, finalement, seule l'expérience compte. Qui me fait d'autre? Les étudiants de l'Institut de police scientifique et de criminologie de Lausanne vont la prendre à leurs dépens. Pour leur première scène de feu réelle, Olivier et ses collègues ont décidé de leur réserver une petite surprise. On va vous donner quelques éléments de chronologie pour débuter, les mêmes informations que l'on reçoit lorsqu'on arrive, nous, pour une investigation, et après, à vous de vous débrouiller. Donc, l'alarme a été donnée à 20 h 15. Les pompiers arrivent relativement rapidement sur les lieux. Et c'est les seules informations que l'on a.
C'est un entrepôt qui a brûlé il y a déjà plusieurs semaines. Les étudiants ont beau scruter chaque recoin, tenter d'appliquer la théorie apprise en cours, il faut bien admettre qu'ils pataugent. Est-ce que vous voyez au moins là où a pu être le foyer initial? On pense, on se situe, on se dit là-bas ça a plus cramé, donc peut-être que le foyer est là-bas, mais c'est sûr que pour le localiser précisément, avec tous ces gravats comme ça, c'est vrai qu'on a du mal à bien voir un endroit précis, quoi. Alors très vite, ils s'en remettent à leur professeur. C'est intéressant ça comme information? Non? Enfin, je sais pas. Oui, non, peut-être. C'est pas les plus vastes qu'on puisse savoir, mais déjà assez bien entendu et très très endommagé. Il faut vraiment essayer de se fixer sur la systématique. Ça marche. Et je pense que c'est important d'emmener les gens une fois aussi sur les lieux d'un sinistre pour qu'ils se rendent compte de la complexité de ces lieux. Mais le but ici, c'est même pas qu'ils trouvent la solution. C'est plutôt qu'ils aient des problèmes et qu'ils essayent de les résoudre en appliquant un petit peu ce qu'on essaie de leur enseigner au cours théorique. Donc à la limite, s'ils n'arrivent pas à la solution, ce n'est pas un problème. On serait très étonné qu'ils arrivent même à la solution. Ce n'est pas le but en fait. À la fin de la journée, les étudiants n'auront élaboré qu'une vague ébauche du scénario du sinistre. Mais pour Olivier, la mission est remplie. Certains parmi eux poursuivront leurs études, d'autres intégreront les brigades de police scientifique du pays, et peut-être même un ou deux se spécialiseront en investigation d'incendie. Mais tous auront appris que dans les suies et les gravats, des éléments microscopiques peuvent raconter les flammes. Comme Olivier, ils sauront interroger l'invisible et faire remonter à la surface les preuves que le feu a dissimulé sous les cendres.